Situation à surveiller. On en reparlera sur France 3. Bonsoir, soyez les bienvenus dans votre édition normande. Dans l'actualité de ce dimanche 12 juillet, les parents de Sainte-Thérèse célébraient une nouvelle fois en la basilique de Lisieux. Depuis l'annonce de leur canonisation au mois d'octobre prochain, la ferveur ne cesse de grandir. L'Église veut en faire les saints de la famille. Des stars du jet ski sur la Seine, Vernon accueillait aujourd'hui une étape du championnat de France de jet ski de vitesse. Quelques-uns des meilleurs pilotes du monde étaient là. Mais d'abord, la route, une nouvelle fois meurtrière aujourd'hui. Un jeune conducteur de 24 ans a été fauché sur la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute A28 au niveau de Quincampoix, dans le sens Neuchâtel-Rouen. L'accident s'est produit vers midi. Apparemment, il était sorti pour vérifier quelque chose sur son véhicule et il a été percuté par une voiture. Une enquête a été ouverte. Un accident qui rappelle la dangerosité de quitter son véhicule sur l'autoroute. Sur le réseau nord-est et ouest de la France, 15% des personnes tuées sont des piétons, des automobilistes en panne ou des promeneurs. Virginie Ducroquet, Jérôme Beg. Sur autoroute, dès la première seconde, sur la chaussée, à pied, on est en danger. Pas 10 secondes, pas 3 minutes, pas 20 minutes. L'autoroute est faite pour rouler, pas pour marcher. Avec cette campagne de prévention, la SANEF rappelle les réflexes essentiels pour rester en sécurité en cas de panne. La première chose, vous devez allumer vos warnings, vous garer sur la bande d'arrêt d'urgence, mettre vos gilets jaunes comme on les porte actuellement, descendre du véhicule par le côté opposé à la circulation, vous mettre derrière les dispositifs de retenue. Les glissières ? Les glissières, et appeler à la borne d'appel d'urgence. Il y en a tous les combien des bornes ? Donc ces bornes, elles sont tous les 2 km. Inutile de poser le triangle lumineux, c'est aussi périlleux. Lorsque vous mettez votre triangle, vous mettez 4 fois en danger. Une fois pour aller le mettre en place, une deuxième fois pour revenir à votre véhicule, une troisième fois pour aller le rechercher lorsque votre panne est terminée, et puis pour revenir à votre véhicule. Donc 4 fois vous êtes en danger en marchant sur la bande d'arrêt d'urgence. Ces rappels ne sont pas vains. Sur le réseau nord-est et ouest de la France, 15% des tués sont des piétons. Il est vrai qu'une majeure partie de ces piétons qui sont accidentés, c'est des piétons qui sont ou en panne ou qui ont déjà eu un accident sur l'autoroute, mais on constate aussi des piétons qui viennent de l'extérieur, qui sont par exemple des autostoppeurs ou des personnes qui ont été déposées sur le bord de l'autoroute et qui doivent repartir. Notamment du côté de Mantes-la-Jolie où beaucoup de piétons ont tendance à traverser l'autoroute, tout simplement à pied, pour aller de McDo à Mantes. Des promeneurs, des joggeurs sont régulièrement repérés par les caméras, des imprudents qui risquent leur vie. C'est strictement interdit d'aller et venir à pied sur les 4 voies. Une cinquantaine de personnes réunies cet après-midi à l'appel de l'association Libre Horizon sur la plage d'Aromanche pour s'opposer au projet de parc éolien offshore de Courseulles-sur-Mer dans le Calvados. Il prévoit l'implantation de 75 éoliennes de 175 mètres de haut à seulement 10 km des côtes. L'association réclame une installation plus lointaine, à au moins 20 km. Elle redoute la pollution visuelle dans ce lieu touristique et chargé d'histoire, ce qui pourrait, selon l'association, avoir un impact direct sur le tourisme dans la région. La ferveur ne cesse de grandir autour des parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. Louis et Zélie Martin seront canonisés à Rome le 18 octobre prochain. Pour l'Église, la vie de ce couple, dont les 5 filles sont devenues religieuses, donne des repères aux familles d'aujourd'hui. La basilique de Lisieux était donc pleine ce matin pour la traditionnelle messe donnée en leur honneur. Pierre-Marie Piot et Gilles Dasmarie. Pourquoi donc les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux vont-ils être à leur tour canonisés ? Aucun couple n'avait jusqu'alors eu cet honneur. Pourquoi Louis et Zélie Martin sont-ils appelés à devenir des saints ? Pour l'Église, la réponse tient en un mot, la famille. La beauté en ce monde, c'est la beauté de la famille. Oui, prions Zélie et Louis Martin afin qu'ils intercèdent pour que tous dans notre société ouvrent les yeux sur la beauté de la famille. Louis et Zélie Martin n'auraient pas été canonisés sans miracle. Le premier qui leur est attribué remonte à 2002 en Italie. Le petit Pietro devait ne pas survivre à la maladie. Voilà le papa du petit. Sa famille a prié Louis et Zélie. Son père croit à une guérison miraculeuse. Et le docteur il a dit qu'il y a quelque chose d'inexplicable pour la science parce que
un petit bébé qui n'a pas la possibilité de respirer, il n'a pas la possibilité de vivre. Et c'est la grâce de Dieu, il est arrivé dans la chair de mon fils. Je pense que c'est quelque chose de difficile d'expliquer. Voilà. Et en ces temps où la notion de famille fait l'objet de débats de société, l'Église propose un nouveau repère à ses fidèles. En tant que chrétien, c'est parfois difficile de vivre à la fois sa foi et d'être dans le monde, entre guillemets. Et donc, voilà, réussir à avoir des exemples, et ça nous aide à se tourner vers l'essentiel. Pour les catholiques, le couple Louis et Zélie doit être vu comme un modèle, un appui. Et l'église Saint-Sanson de Ouistreham dans le Calvados, c'était dans la lumière ce matin sur France 2. La messe a été retransmise dans l'émission Le Jour du Seigneur, une émission suivie chaque semaine par 800 000 à 1 million de personnes. Le psaume a été chanté par le ténor Cyril Dubois, révélation lyrique des dernières victoires de la musique classique. La Seine transformée en terrain de jeu pour jet ski aujourd'hui à Vernon dans l'Eure. La ville accueillait une étape du championnat de France de jet ski de vitesse et quelques-uns des meilleurs pilotes du monde ont participé à cette grande première. Reportage de François Verly et de Stéphane Gérin. On a l'habitude de voir ça sur les plages tranquilles, mais là c'est vrai que ça paraît même assez dangereux d'ailleurs. Je trouve que c'est très bien. Dans le temps, ils faisaient des courses. C'était pas les mêmes choses, c'était des hors-bord, je crois, non ? Les jet skis ont remplacé les hors-bord. D'habitude, la pratique de ce sport sur le fleuve est très réglementée. Mais pour le coup, tous les excès sont permis. La Seine, comme terrain de jeu, il fallait oser. Lui débarque d'Aix-en-Provence et ce nouveau spot, il valide. Ça bouge pas trop, le circuit est plutôt pas mal. Et je connaissais pas et non, c'est plutôt bien. Sa monture, un mini-jet à selle version Spark, soit 90 chevaux sous le capot. Pas le plus rapide, mais largement de quoi faire des ronds dans l'eau. Le jet ski de vitesse est une spécialité bien française. Les meilleurs pilotes mondiaux sont tricolores, à l'image de Valentin Dardillat et Jérémy Porret, tous les deux champions du monde. En GP1, un Porret peut en cacher beaucoup d'autres. Ils sont 4 au départ, les 3 frères et la petite sœur. C'est vraiment esprit famille, c'est très sympathique. Bon, les discussions à table, bien sûr, ça tourne autour du jet, quoi. Une deuxième manche comme plat de résistance à près de 110 km/h. La veille, Jérémy Porret s'est imposé devant Valentin Dardillat. À l'expérience, il récidive et l'emporte en patron. On voit qu'il y a un peu de vent, comme hier. Du coup, quand on est 15 dedans, c'est vrai que ça fait tout de suite pas mal de vagues. Donc c'est technique, difficile physiquement, mais c'est ce qui permet de faire la différence avec les autres. Dans la famille Porret, la relève est assurée. C'est un chantier qui nous ramène 11 siècles en arrière, du temps où Vikings et Gaulois apprenaient à vivre ensemble. Le parc historique d'Ornavik, situé près de Caen, a rouvert ses portes ce dimanche. Un chantier qui a démarré il y a 5 ans et qui grandit fort bien. Rémi Mauger et Emilien David n'ont pas voulu manquer cela. Un simple portail à passer, et voici la plus élémentaire des machines à remonter le temps. Depuis cette palissade, 11 siècles vous contemplent. Nous voilà à côté de la maison carolingienne qui est inspirée, donc terminée l'année dernière. Comment ça, carolingienne? On s'attendait à tomber dans un parc viking et nous voici chez les paysans de Charlemagne. Normal. On se fait d'abord un petit parcours dans la Normandie d'avant. Donc là, nous les voyons en train de faire de la teinture avec de la gaude, je crois. Voilà. Pour faire une très belle couleur jaune. C'est ensuite que l'on gagne le campement viking et son village en construction lui aussi. La réalisation de l'ensemble a commencé en 2011 et le chantier doit durer au moins 20 ans. Il s'apparente au projet de Guédelon en Bourgogne où l'on reconstruit un château fort médiéval selon les techniques d'époque. Dans l'esprit, c'est comme un écomusée finalement. C'est une tentative de replonger dans le passé d'une manière matérielle. Pratique, technique, etc. En faisant des expérimentations, en travaillant avec les archéologues pour voir aussi si nos expérimentations tiennent le coup. Ils sont une centaine de passionnés à s'y coller, tous bénévoles. Moi j'étais agriculteur. J'étais institutrice. Je suis charpentier à l'origine. Moi j'ai toujours aimé retrouver comment faisaient les gens pour faire avec les moyens du bord. C'est en forgeant qu'ils deviennent ce qu'ils sont.
Et l'aventure ne fait que commencer, sans électricité, sans téléphone, sans rien de contemporain pour polluer leur quotidien. Pas sûr, par exemple, que la musique fantaisiste qui agrémente ce reportage soit vraiment à leur goût. Alors, dans le calme retrouvé du parc Ornavik, sachez qu'il est ouvert au public les dimanches après-midi d'été, moyennant quelques euros, car il faut bien vivre avec son temps. Quand le passé rassemble les artistes et les inspire, au Havre, l'association Regard accueille depuis quelques jours 9 artistes de Magdebourg en Allemagne. Les deux villes sont jumelées depuis 4 ans et l'échange, vous allez le voir, est enrichissant. Virginie Ducroquet et Gwen Elbron. Le Havre, Magdebourg. Deux villes industrielles qui ont souffert pendant la guerre. Deux villes inspirantes pour les artistes habitants de chaque côté du Rhin. Français et Allemands partagent ce hangar de 10 000 mètres carrés dans le port du Havre. Chacun y a reconstitué un coin d'atelier. Être ailleurs et chez soi à la fois. Magdebourg, pas loin de Berlin, et Le Havre sont jumelés depuis 2011. Moi, je vois une grande relation entre Magdebourg en Allemagne et Le Havre. Il y a l'eau, il y a la déconstruction pendant la guerre et on a fait des très intéressants quartiers de l'architecture moderne. Nous avons la Manche, nous avons la mer, la Seine, à Magdebourg il y a l'Elbe, aussi un grand fleuve, et il y a aussi des quartiers un peu comme au Havre. Nous avons eu des quartiers comme les quartiers de l'Eure où nous avons vraiment eu beaucoup de hangars vides, aussi un quartier un peu délaissé. Arrivés il y a une semaine, les artistes allemands repartent mercredi. Gilles est français. Il habite désormais Magdebourg. Il ne vit pas de ses sérigraphies, mais se sent plus riche après cet échange. D'être intégré en Allemagne et que des Allemands m'emmènent en France avec eux, je trouve ça super chouette. Et c'est pour le plaisir, pour s'amuser, pour passer des bons moments et essayer d'avoir de bonnes idées. L'an prochain, au tour des Français d'aller en Allemagne. Les œuvres réalisées ici sont exposées au sein de l'hôtel de ville de Sainte-Adresse, à côté du Havre. Prenons maintenant la direction du jardin Arôme à Montcover, en Seine-Maritime. 7000 mètres carrés, des jardins à thème et une large place donnée aux expositions et aux concerts. Raphaël D et Stéphane Lotte nous emmènent en promenade. Quel festival de couleurs! Le parcours bucolique du jardin d'Arôme vous fait plonger dans l'univers des hydrangeas, des géraniums, des rosiers splendides et des graminées, dans une ambiance où plusieurs bassins, cascades d'eau et ruisseaux vous apaisent. Ancien horticulteur passionné, Jean-Claude a façonné ce lieu arboré à l'anglaise en 30 ans. Il a été dessiné vraiment tout à fait par hasard. Parce qu'en fait, c'était, comme je vous disais, c'était une pépinière. Donc au fur et à mesure qu'on a arrêté les pépinières, les arbres qui étaient restés en place, ils sont restés. Et puis après, quand on a commencé les visites, il n'y avait pas de chemin de tracé. Donc en fait, on a tracé les chemins en suivant un petit peu les clients. Vous consacrez combien d'heures par jour à votre jardin? À l'entretien du jardin, c'est environ 2-3 heures par jour, à peu près. Tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours par an? Non. À peu près 4 jours la semaine. Et puis là, pendant l'été, on relâche un petit peu quand même. Les propriétaires du jardin d'Arôme ont étendu leur offre en créant un espace détente qui accueille des expositions avec une scène originale pour des défilés de mode notamment. Les animations, c'est souvent en ville, mais il faut faire voir aussi qu'à la campagne, ça bouge. Les visiteurs peuvent aussi assister à des concerts de groupes locaux dans une ambiance champêtre. Et place maintenant à l'édition des initiatives. Dans un instant, l'ancienne émission de France 3, C'est pas sorcier, renaît de ses cendres au parc Vulcania. Dans le Nord-Pas-de-Calais, près de 200 enfants biélorusses victimes de la catastrophe de Tchernobyl vont passer l'été dans des familles d'accueil. Mais tout d'abord, partons nous promener en forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Un écrin de verdure que les malvoyants peuvent désormais parcourir eux aussi en toute sécurité grâce à des bornes et des notices en braille, mais aussi des repères tactiles. D'ordinaire, il lui faut une canne pour se repérer. Jacques est malvoyant. Jusqu'à présent, les balades en forêt étaient délicates. Donc là, si je pars là, je vais
tout droit, comme ça. Information en braille et parcours sécurisé. C'est grâce à ce fil d'Ariane que notre visiteur s'oriente. Le parcours d'1,5 km est jalonné de bornes adaptées. Donc là, il y a un plan en relief. Je profite mieux, par exemple, des odeurs, des odeurs des arbres, des odeurs des plantes qu'il peut y avoir autour de moi. Chose que je ne pourrais pas faire parce que j'aurais en fait une concentration sur un chemin qui ne serait pas guidé. Repère tactile au sol également, histoire de retrouver son chemin. L'objectif étant de se promener en toute sécurité, sans craindre la chute. Quand elle se déplace dans un milieu qui n'est pas sécurisé, elle va toujours faire attention à tous les bruits et certains vont la perturber et après ils vont perdre le chemin. Et pour ceux qui veulent tout savoir sur la centaine d'arbres réunis dans cet écrin, on rencontre souvent les saules en bordure des cours d'eau. L'application gratuite se déclenche automatiquement. Ce parcours entièrement conçu par l'Office national des forêts est une première en Île-de-France. Il fallait y penser. C'est la forêt accessible à tout le monde et rassurante. On coupe complètement avec l'image de la forêt rêvée où c'est un peu dangereux, c'est l'aventure. Ici, on a l'impression d'être perdu et en même temps, on nous rappelle qu'on va pouvoir retrouver la voiture à la fin. Le concept fait des envieux puisque la mairie de Paris est intéressée. Plus qu'une balade, c'est une manière de retrouver la vue, l'espace de quelques heures. Ils sont près de 200 âgés de 7 à 15 ans à passer leurs vacances dans le Nord-Pas-de-Calais. Des enfants biélorusses venus de zones contaminées après la catastrophe de Tchernobyl vont passer l'été dans des familles d'accueil. De jeunes enfants que Marie-Louise et Antonio hébergent chez eux depuis une vingtaine d'années. Depuis 7 ans, chaque été, Anastasia passe 3 semaines ici à Olchin. Un long voyage pour cette jeune fille de 14 ans qui vit dans la petite ville de Slavgorod en Biélorussie. Quand elle arrive, elle pleure. Quand elle repart, elle pleure. Moi, j'ai 2 garçons et une fille, donc c'est comme une seconde fille. Qu'est-ce que vous essayez de lui apporter à Anastasia? L'amour, la joie de vivre. C'est une sorte de rite depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. 200 enfants sont accueillis par des familles du Nord, quelques jours pour reprendre des forces, manger des légumes. Ici, tout est prêt pour les 3 petites filles, même les robes qu'elles porteront lors d'un mariage. Aucune d'elles ne parle français. Pour toi? Mais tout le monde semble se comprendre parfaitement. Ils se téléphonent pratiquement tous les jours. Donc tous les jours, ils téléphonent aux parents puis tout, donc ils ont un contact. Puis quand il y a un petit souci, il y a quand même des traductrices et puis tout, en russe, si vraiment il y a un problème assez grave. Sinon, on arrive à communiquer, quoi. Oui. En 20 ans, Marie-Louise et Antonio Razzo ont accueilli près de 40 enfants, une grande et belle famille. À Marseille, 90% des élèves ne sauraient pas nager à leur entrée en 6e. Un paradoxe pour ces enfants qui habitent en bord de mer. Pour y remédier, une association a décidé de leur offrir des cours de natation pendant ces vacances scolaires. Qu'est-ce que tu apprends? À sauter, à ne pas avoir peur. T'as encore un peu peur ou ça va mieux? Ça va mieux. Et l'étoile de mer sur le dos, sur le ventre. Et j'aime bien. Les cours affichent complet pour cet été. C'est la 3e année que le comité de natation de Provence propose ces cours gratuits. Dans le Puy-de-Dôme, le célèbre parc d'attractions Vulcania a accueilli son 5 millionième visiteur depuis sa création en 2002. Reçu par un invité de marque, Fred, l'un des présentateurs de l'ancienne émission de France 3 C'est pas sorcier, est venu y présenter les grandes lignes de son nouveau projet, une web TV à laquelle le parc d'attractions auvergnat pourrait bien contribuer. Pour bien commencer la journée à Vulcania, Fred a décidé de commencer fort, très fort, avec un petit tour par une des animations phares du site, La Terre en colère. Une petite séance de ciné participative et à sensation, et une conclusion qui s'impose, la volcanologie, c'est pas sorcier. Ce qu'on retrouve là dans l'animation avec Sabine, justement, c'est qu'il y a un côté ludique et il y a un côté où on participe. En plus, parce qu'on doit répondre à des questions, etc. Donc oui, c'est ça, c'est pouvoir embarquer les gens sur un sujet, leur donner toutes les clés, et puis après, ils puissent juger eux-mêmes ou participer.
Sabine, c'est la voix qui accompagne Fred à l'écran et c'est avec elle qu'il va continuer l'aventure C'est pas sorcier sur le net. Et si tu veux que je passe la voir, pas de problème. Une aventure à laquelle Vulcania aimerait bien participer. On a ce même métier de la médiation, à rendre simple, accessible, des choses qui sont compliquées, de le faire de façon ludique. Nous, on fait face au public, ils le faisaient à la télé, demain ça sera sur Internet, donc on a envie de voir si on peut éventuellement partager cette aventure avec eux. L'aventure, Fred et Pascal sont acolytes depuis 20 ans, ils travaillent comme des fous depuis 2 ans. Le site est d'ailleurs presque fini. Alors Pascal, qu'est-ce que vous attendez de Vulcania? Vulcania, c'est aussi des experts, c'est un savoir-faire, c'est une connaissance des sciences de la Terre. Du côté des scientifiques, on aime la manière de vulgariser, mais c'est le côté hyper réactif de la Web TV qui plaît le plus. Ça permet de réagir très vite et de donner les informations aux gens quasiment en temps réel. Une éruption d'informations devrait donc être mise en ligne fin septembre lorsque l'esprit sorcier s'éveillera sur le web. Dans un instant, la météo et l'édition nationale. Bon, mais voilà, je m'en vais, je quitte François Normandie. Alors, passez un bel été, merci de votre fidélité. Et Bill Boujou, comme on dit en Normandie. Merci à tous.